Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo assez courte aujourd'hui, face cam, on va pas bouger, on va rester là, vous et moi, droit dans les yeux. Je vais vous raconter toutes les coulisses de mon podcast et de ma chaîne YouTube. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai lancé donc Walkie Talkie, qui est le concept de mon podcast. Pour ceux qui connaîtraient pas et qui passent ici par hasard, c'est un concept de podcast assez particulier que je réalise en marchant en fait avec les gens, les invités qui m'inspirent, où on va venir s'intéresser un peu à ce qui se cache un peu dans leur personne. On essaye d'aller au-delà de ce que font les gens dans la vie, de leur métier, de leur profession, de leur statut social, pour voir un peu ce qui les anime, ce qui les chagrine, ce qui les chamboule à l'intérieur. Et là, vous me direz, bon, c'est un podcast assez classique au final sur la santé mentale et sur la vulnérabilité. Mais ma petite différence, en fait, c'est que, comme je vous disais, on le réalise en marchant. L'invité, en fait, choisit une balade de son choix, une balade qui est chère à son cœur. Et ensemble, du coup, on se balade et je trouve que ça permet aux langues de se délier beaucoup plus. J'ai fait des balades à Paris, j'ai fait des balades dans les Calanques à Marseille, à Bruxelles. Enfin, voilà, vous pouvez checker toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont aussi disponibles en version podcast sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, ça c'était la mini aparté pour ceux qui ne me connaîtraient pas et je m'appelle Camille. Peut-être que c'était avec ça que je devais commencer. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour être 100% transparent sur ces 6 derniers mois de lancement de podcast. Qu'est-ce qui s'est passé, combien ça m'a coûté cette affaire, combien j'ai gagné, comment ça s'est passé aussi avec mes invités, comment ça s'est passé du coup en pré-prod, on va dire, tout ce qui est programmation d'invités, les galères de tournage. J'ai sélectionné 10 questions qu'on me pose le plus souvent, c'est-à-dire en face-to-face dans ma vie de tous les jours, ou des questions qu'on m'envoie sur mes réseaux sociaux. Donc c'est parti, let's go. Première question que j'ai reçue, c'est combien de temps me prend un épisode? Faut dire qu'un tournage en général, ça prend une demi-journée. Pourquoi ? Vous allez me dire parce qu'en réalité, j'ai que 1 heure, 1 heure et demie de rush, on va dire, de vidéo à la fin. Mais en vrai, je me déplace toujours sur le lieu que l'invité choisit. Donc, il faut toujours prendre un train, il faut toujours déplacer. Après, on compte vraiment 2 heures en fait avec l'invité où moi, au début, on va un peu discuter de comment ça va. On va se présenter tout simplement, on va se familiariser un peu l'un à l'autre. Donc ça, je dirais que ça prend vraiment un quart d'heure avant l'émission, on va dire. Et après, on se met à balader tranquillement. Et du coup, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et à la fin, pareil, on se fait toujours un petit débrief. Voilà, ça c'est pour la partie tournage. Donc toujours compter une demi-journée. J'essaye toujours de faire ça plutôt en matinée. Pourquoi ? Parce qu'en matinée, il y a moins de gens dans la rue. Et je vous avoue que j'ai de moins en moins de problèmes avec les gens qui nous regardent. Mais en vrai, ça fait du bien de pas être dérangé. Surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'invités aujourd'hui qui sont un peu qui n'arrivent pas forcément à se concentrer et c'est normal. On est dans la rue, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a des choses qui se passent, donc forcément, moi ma difficulté parfois c'est de ramener l'invité, de le faire voyager dans sa propre profondeur. Mais bon, on n'est pas dans un studio, on n'est pas les yeux dans les yeux, donc c'est vrai que les langues se délient beaucoup plus facilement quand on marche, mais en même temps, moi ça me demande doublement d'effort de poser la bonne question au bon moment pour que l'invité puisse y aller en oubliant un peu ce qui se passe autour. Ensuite, il y a une grosse partie et pas des moindres, c'est le montage. Le montage de la vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais moi, en termes de temps, je dirais que ça me prend entre 20 et 25 heures par épisode. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ? Genre, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est aussi long ? Et en fait, c'est aussi long parce que je tourne avec une caméra 360 que j'utilise aujourd'hui, mais pas en mode 360. Donc en gros, c'est une caméra qui est reliée, qui est vissée sur un stick invisible, qui du coup est complètement invisible à la caméra, mais qui du coup filme tout autour d'elle, c'est-à-dire elle va filmer derrière, elle va filmer devant, elle va filmer sur les côtés, ce qui permet d'avoir un peu cette prise de vue assez large et assez cool quand on est dans des beaux paysages. Même à Paris, quand on marche, on voit les bâtiments qui englobent notre conversation. Enfin, je trouve que c'est très agréable, ça peut parfois un peu bouger, donc je sais pas ce qui se passe vraiment. Ah, un appel de ma sœur. Eh ben Ambre, je te rappelle. Ça bouge un peu parfois comme je vous disais, mais je crois que ça fait partie du jeu. Mais du coup, moi après en post-prod, du coup, je vais devoir recaler chaque image. En fait, parce que du coup, la caméra décide de faire le filmage, moi je vais dire non en fait, moi et l'invité, on doit être centré au milieu. Donc ça, c'est un travail qui est énorme. Il faut savoir que sur un épisode de 1 heure et demie, par exemple, moi, recaler ces images-là, ça me prend environ le double, donc 3 heures déjà. Et après, il y a tout ce qui est jump cut, les parties que j'enlève aussi, parce que des fois, voilà, c'est un
peu moins intéressant ou parfois l'invité peut aussi me demander d'enlever des choses. Ça, je vais vous raconter après, c'est une partie qui est assez intéressante. Et après, il y a aussi toute la partie communication de l'épisode, créer des réels pour Instagram, pour TikTok, pour les shorts sur YouTube. Et ça, on croirait que c'est facile. Alors en vrai, ça l'est si on prend juste un extrait et on le balance. Mais en vrai, aujourd'hui, vous savez très bien qu'on a peu d'attention sur les réseaux sociaux, donc je dois choisir à chaque fois le bon moment, la bonne phrase qui va faire à ce que la personne devant son écran de téléphone reste sur la vidéo et ait envie de cliquer ensuite sur le podcast. Parce que le but, c'est pas qu'elle reste simplement sur le réel, mais c'est qu'elle se déplace ensuite sur la chaîne YouTube ou sur Spotify ou sur Apple Music ou sur une plateforme de streaming pour vraiment écouter l'épisode. Et c'est ça, moi, qui est important. Donc ce travail éditorial-là, il est ultra important, mais du coup ultra laborieux parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, même visuellement, on doit créer des titres, mettre des musiques aussi qui attirent l'attention du spectateur. Et ça, c'est un vrai job. Et quand tu es tout seul, ça finit par te prendre 20 à 25 heures par épisode. Donc c'est beaucoup de temps. Moi, je travaille à côté, bien sûr, c'est pas encore mon activité principale. Donc les semaines où je suis en montage, je fais peut-être une semaine à 60 heures en tout et pour tout de travail. Et je suis un peu comme ça. Mais je crois que je trouve mon rythme au fur et à mesure et je commence à trouver mes petits trucs et astuces. J'ai tout appris tout seul, donc en vrai, il y a ça aussi, ça prend du temps, on se trompe, on recommence. Enfin, on élabore soi-même ses propres trames de travail, donc ça prend du temps. Deuxième question, comment je contacte mes invités? Il y a toujours une seule question que je me pose avant de contacter l'invité, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce que cette personne m'inspire? Alors vous allez me dire, non mais la conversation après ça peut se faire, on peut trouver quelqu'un qui ne nous inspire pas forcément et après en menant une interview d'un coup on apprend des choses, etc. à 100%. Mais aujourd'hui j'ai envie de me faire plaisir à 100% sur le podcast et j'ai envie d'inviter que des gens avec qui je vibre. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des gens qui soient célèbres ou qui vont me rapporter des vues. Je pourrait très bien fonctionner comme ça. Et on m'a proposé, souvent je fais des boîtes à questions sur Insta où on me dit mais invite cette fille, invite ce mec, mais si je sens pas, je sais pas, j'étudie bien sûr la question, je suis pas complètement bête, mais voilà, souvent je me pose cette question de est-ce que j'ai envie de parler à cette personne en fait? Est-ce que s'il n'y avait pas la caméra, j'aurais envie de lui parler? Oui, non. Si c'est oui, je vais trouver un moyen de le faire. Donc généralement j'envoie soit un DM sur Insta, soit je trouve le numéro ou le mail de son manager, soit je passe par une maison de disques, si c'est un artiste, un chanteur, un interprète, je trouve tous les moyens. Je ne les lâche pas, j'envoie pas non plus des dizaines de mails, mais généralement pour une même personne, je peux envoyer 1 à 3 mails parce que je sais que mon mail passe à la trappe parce que j'ai pas encore forcément la visibilité et je peux pas offrir non plus des millions de vues aux invités. Mais je me bats pour mon concept, je sais qu'il est bon et du coup j'explique vachement ça dans mes mails, etc. J'explique aussi ma sincérité, que la vulnérabilité est au centre aussi de notre conversation. Voilà, j'explique tout simplement ce qui se passe et je les contacte comme ça et parfois ça marche, ça m'est arrivé d'envoyer des DM à des gens super connus que j'adore et que j'avais envie de recevoir et ils me disent oui, ils me disent non, et directement il y a une conversation qui se crée. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est quand l'invité me répond et me dit non. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est un vrai gage de respect. Je me sens ultra respecté dans mon travail dans ces moments-là parce qu'en gros, la personne me dit « Écoute, je sais que tu voudras aller deep, que je sais que tu vas poser des questions sur ma santé mentale, sur ma vie, etc. Et moi, aujourd'hui, je me sens pas capable de parler de tout ça, j'ai pas envie de le faire. » Et je trouve ça hyper honorable et j'adore. Je pense notamment à une invitée qui m'a répondu ça. Je ne dirai pas son nom, bien sûr, mais j'ai trouvé ça ultra appréciable et je sais qu'un jour, on aura cette conversation ensemble. Je sais que, je sais pas, du coup, je trouve ça cool de me dire peut-être qu'un jour, elle sera prête à venir parler et c'est plutôt cool. Voilà comment je contacte mes invités. Sous le même thème, j'ai reçu une question de combien de refus j'ai reçu et pourquoi. Le pourquoi, je viens de vous l'expliquer. Je pense que c'est un peu un manque parfois de visibilité, l'artiste n'a pas envie, n'a pas le temps. Ça m'arrive beaucoup et c'est beaucoup, je trouve, l'excuse des agents aujourd'hui, surtout les agents d'influenceurs, etc., de dire désolé, un tel n'a pas le temps, un planning chargé. Non, that's ok, enfin, je vois qu'ils font des trucs, donc je peux caler une interview 2 heures, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout que voilà, et je pense qu'aujourd'hui, je leur apporte pas non plus, enfin, on vit dans un monde où en fait tout est devenu visibilité, tout est devenu business. Et en fait, venir aujourd'hui parler sur un podcast, ça vient servir leur cause, ça vient servir
leur communauté ou ce qu'ils vendent ou leur image. Et en fait, forcément, moi, si je leur apporte 400 vues, je sais très bien que voilà, c'est... Et du coup, l'excuse, c'est un peu « j'ai pas le temps ». Ce que je conçois, chacun son discours. Mais c'est vrai que parfois ça manque un peu de transparence et c'est dommage. Combien de refus j'ai reçus en réalité? Des centaines. J'ai fait le calcul pour vous. J'ai envoyé plus de 50 demandes d'interview depuis janvier 2026. Et pour 50 mails envoyés, j'ai eu environ 5-6 réponses favorables. Et là, vous voyez les invités que j'ai reçus. Je pense à Athéna Likis, je pense à Hélène Sio, je pense à Popsley, à Julia Layani, aussi des proches à moi, ma mère, etc. Bon, eux, ils étaient un peu poussés à dire oui. Mais toutes les personnes un peu plus éloignées de mon cercle, je les compte dans ces 50 demandes. Et du coup, j'ai reçu environ 5 demandes favorables, c'est-à-dire 10% de mes demandes. Donc, c'est la rame, on galère un peu, mais c'est ok en vrai parce que moi c'est une partie que j'aime bien. Vous savez, vous envoyez un mail et vous savez pas trop ce qui va se passer. Et moi ce mini espoir là de savoir que la personne va potentiellement me répondre ou potentiellement aller voir ce que je fais, je trouve ça cool parce que je crois que je plante une graine et je sais qu'un jour quand le podcast aura explosé, parce que j'ai envie que ce podcast explose, j'ai envie de devenir le podcast en France où les gens viennent se livrer en marchant. Et ça, je suis clair là-dessus, je suis prêt à recevoir le fait que... Vous savez, des fois je crois que dans la vie on n'est pas forcément prêt à recevoir le bon. Et là, je crois que je suis prêt à recevoir le fait que ça va marcher. Je suis aligné avec mon truc, je suis aligné aussi avec le fait que j'apprends énormément et que oui, mes interviews, elles sont imparfaites aujourd'hui, mais elles le seront peut-être toujours. Mais voilà, ça évolue, j'apprends, je deviens de plus en plus pertinent, précis, profond aussi. J'accepte moi-même à ma propre profondeur, donc forcément, je peux l'offrir aux autres. Donc, je suis persuadé que ça va marcher. Mais voilà, c'est ce mini espoir qui fait vivre et je trouve ça cool. D'un coup, quand j'ai une idée de me dire « Ah, mais j'ai trop envie d'inviter cette personne, mais vas-y, go, je lui envoie un message. » Et je trouve des moyens. J'aime bien ce truc, ça me rappelle quand j'étais dans mes études et que je cherchais absolument un stage en télé ou en radio et que j'essayais de passer par tous les contacts que j'avais et envoyer le moindre mail à une personne A plus B et qu'il me fallait arriver à C, tu vois. Enfin, c'est plutôt cool et j'aime ça. Ma plus grosse galère depuis le lancement de ma chaîne YouTube et de mon podcast, c'est une galère que je m'inflige moi-même. J'ai pas de galère de tournage pour le moment, que Dieu m'entende, ou de fichiers perdus, ou de sons qui ne marchent pas, etc. Ça a toujours été plus ou moins gérable. Mais ma propre galère, c'est ma galère émotionnelle en fait. C'est la pression que je me fous, c'est tu veux être le meilleur, ou c'est pas assez bien ce que tu fais, c'est l'autocritique, c'est les insomnies le soir où je me dis putain mais oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, ça va pas marcher, le doute. Et en fait tout ça c'est moi qui me l'inflige. Alors ça fait partie du chemin. Personne, je crois, a créé un business ou créé un concept sans douter. Et je pense que c'est évident. Enfin, je pense pas qu'on peut être sûr de soi à 100% pour quelque chose. Avoir la foi que ça va marcher, c'est différent, mais parfois le mental revient au galop et on se laisse emporter par ses propres doutes. Et donc en fait, voilà, je crois que c'est ma plus grosse galère, c'est ça, c'est en vérité, et ma plus grosse galère et en même temps mon plus gros défi dans cette chaîne-là, c'est d'être enfin gentil avec moi-même, de pouvoir me regarder dans le miroir après un épisode et me dire, là, je suis fier de moi. Et c'est ce qui se passe. Là, ça fait 2 épisodes que je réalise à 100% en solo et je vais vous expliquer ça plus tard. Ouais, je vous les réexpliquerai plus tard. Et ouais, donc ça fait ces 2 épisodes-là que je produis complètement en indépendance totale. Et en fait, à la fin, je me regarde, je me dis putain, Cam, t'as fait du bon boulot, quoi. L'image, elle est belle. Alors oui, c'est imparfait, mais j'essaye de plus en plus accorder du temps, ne serait-ce qu'une minute à la fin de chaque épisode ou quand j'appuie sur le bouton publier sur YouTube, de me dire Cam, bon boulot, bravo. Donc non, ça c'est cool. Donc ouais, plus grosse galère, c'est ça, mais on avance et on apprend énormément sur soi dans ce genre d'aventure entrepreneuriale. Je crois que entreprendre, c'est oublier le fait que ça va être facile. C'est savoir que ça va marcher, mais qu'il va y avoir des galères. Et en fait, quand tu commences à comprendre ça, qu'il va falloir surfer sur les galères et que ça va être un apprentissage constant, ça devient beaucoup plus léger. Et tu sais qu'en fait, au final, ça va te mener à ce que tu veux faire. Donc go for it. Si jamais toi, tu étais en train de te demander si tu te lançais dans quelque chose, vas-y, fonce. Guys, je parle hyper vite, mais en vrai, j'essaie de tout faire tenir. Il y a 10 questions et on y va. La question, je pense, qui va vous intéresser le plus dans ce moment avec moi, c'est combien ça me coûte. Waouh, combien ça me coûte. Et j'ai décidé d'être à 100% honnête avec vous. Un bras, je dépense. Ça sort. Ça rentre à des moments, mais
Mais ça sort. Et pour ça, je vais même mettre mes lunettes pour pouvoir bien lire ce qui se passe sur l'ordinateur. Je vais vous faire dépense par dépense, comme ça vous comprenez exactement combien j'ai sorti et de combien je suis endetté. Depuis janvier 2026, j'ai dépensé 1 300 € de matériel. Le matériel, c'est quoi? C'est la caméra, c'est les micros, c'est le disque dur, les cartes SD et des batteries supplémentaires pour ma caméra. Je vais vous mettre le détail ici, comme ça vous voyez tout. Vous pouvez vous faire vos petits calculs. Donc tout ça, c'est Gring, 1 300 €. Ensuite, il y a tout ce qui est hébergement et logiciel. Hébergement, c'est quoi? C'est en fait, tu payes un abonnement chez un hébergeur qui en fait, lui, va te permettre de diffuser ton contenu sur plusieurs plateformes. Je pense notamment aux plateformes audio. En fait, moi, je suis hébergé chez Ocha, qui est un hébergeur qui lui va faire en fait, je publie mon épisode sur Ocha et lui va diffuser automatiquement en fait, sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Ça me coûte environ 30 € par mois et en vrai, c'est trop cool parce que il s'occupe de tout. Tu mets ton épisode, il écrit les mêmes descriptions partout, c'est super sûr, donc trop cool. Ensuite, je paye CapCut. J'ai décidé de partir avec CapCut parce que je suis ultra débutant dans le montage et en fait, c'est ultra simple, ultra intuitif, notamment sur l'ordinateur. Et ça, je paye 15 € par mois. Et ensuite, je fais toutes mes miniatures que j'adore faire d'ailleurs. Enfin, vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Je pense que c'est la partie que je préfère le plus, sur laquelle je m'arrache aussi beaucoup les cheveux. Mais à la fin, le plaisir visuel que c'est d'avoir fait une bonne miniature sur YouTube ou même sur Spotify, c'est trop génial. Et en fait, j'adore, vous voyez les miniatures YouTube, genre exagérer les traits, faire comme si c'était ultra dramatique et tout. Et je crois que j'ai une partie comme ça un peu en moi qui veut être très drama et j'adore genre embrasser ça. Voilà, et ça, je réalise sur Adobe Express. En gros, c'est un peu un Canva de chez Adobe, donc qui est ultra intuitif pareil, mais qui a un peu plus de fonctionnalités que Canva, notamment en termes de retouches photos et d'options, machin. Enfin, c'est plutôt cool et ça, je paye 12 € par mois. Donc en gros, l'hébergement et les logiciels que j'utilise au quotidien, ça m'a coûté 400 € en 6 mois. Ensuite, la partie qui peut-être me concerne que moi, c'est les déplacements. J'ai payé environ 700 € de déplacement entre un aller-retour à Marseille, un aller-retour à Paris. Tout ça, déplacement, transport, ça m'a coûté 700 €. Bon, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Je sais pas, sur 6 mois, en vrai, ça va. En réalisant une interview toutes les 2 semaines. Et ensuite, la question la plus intéressante, c'est la question du montage. Combien me coûte ce montage? Au début, je me suis dit, Cam, tu ne peux pas monter, tu n'es pas monteur, tu n'y arriveras pas. Tu vas perdre trop de temps, toi tu veux juste que ce soit un hobby et en fait tu vas juste faire ça sur le côté et toi tout ce que tu veux c'est juste être présentateur en fait de ton podcast. Sauf que j'ai vite compris en fait qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup au début j'ai une super monteuse qui m'a accompagné sur la plupart des épisodes, on va dire 80% des épisodes que vous avez vus, c'est cette monteuse là qui les avait montés. Ça a été beaucoup d'allers-retours entre elle et moi aussi parce qu'elle n'était pas non plus monteuse à plein temps sur le côté. C'était quelque chose qu'elle aimait bien faire et qu'elle a pu aussi expérimenter dans son boulot principal. Mais du coup, on a vachement appris ensemble. Mais au fur et à mesure de quelques mois, je me suis aperçu qu'elle avait fait un super taf, mais qu'en fait, moi, j'avais envie de encore plus reprendre les rênes de mon truc et encore plus partir dans les détails, couper cette phrase, mettre cette écriture-là à ce moment-là dans mes jingles. En fait, je voulais avoir la main créative. En fait, c'est vraiment là, quand on parle de créativité, là, je parle au-delà du montage et de l'aspect technique qu'elle maîtrisait selon moi, même mieux que moi. Mais en fait, tout ce qui est en termes créatifs, les refs, par exemple, parfois intégrés, je pense notamment au Facecam, mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui va avoir exactement les mêmes rêves que soi. Donc en fait, j'ai repris le truc. Et c'est surtout en plus que même si je payais vraiment pas cher cette personne, et je m'en excuse parce que c'était vraiment une dépense que moi j'avais pas forcément prévue au début. Je m'étais dit bon ça va en 2-2 le montage, alors que pas du tout. Enfin comme vous voyez ça prend énormément de temps. Ça m'a coûté quand même 650 € de janvier au mois de mai. Et en fait du coup ça représente entre 50 et 150 € par vidéo. Et en fait tu t'aperçois que sur un épisode, si tu vas à Paris, que ça te coûte déjà un aller-retour à 150 € plus 150 € montage, t'es déjà à 300 € sur l'épisode. Et ça, quand tu vois ce que tu gagnes, et c'est la prochaine question, tu te dis, il y a un truc qui va pas, je fais que sortir. Alors oui, c'est bien investir, mais est-ce que tu peux pas faire autrement pour économiser? Et en vrai, je crois que reprendre les rênes de cet aspect créatif-là et en même temps économiser l'argent, je crois qu'au final, ça me convient pour le moment. Je dis pas que je vais faire ça tout seul à 100% sur le long terme, parce que si à terme, je sors plus d'épisodes, ou si je suis dans un rythme comme ça, là, ça fait que 2-3 mois, du coup, j'ai repris le bébé, quoi. Ça va.
Je serais prêt, je pense, à l'avenir à réinvestir dans quelqu'un ou à ce que quelqu'un m'aide pour le son, par exemple, ou même une personne qui me monte mes réels. Donc, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui passe aussi par là dans cette vidéo et qui estime avoir des compétences là-dedans et qui n'a pas non plus des prix de malade, n'hésitez pas à m'envoyer un message, on peut peut-être en discuter, voir comment on pourrait travailler ensemble à l'avenir. Je peux rien vous promettre, mais je suis ouvert aux conversations. La question, la deuxième plus importante, les gars, combien je gagne dans cette affaire? Ouais, j'ai le regret de vous informer que je gagne peanuts. 0. Et tout le monde m'appelle, c'est pas possible, je peux pas mettre cet ordi en silencieux, j'ai coupé mon portable mais pas l'ordi. Hop, on raccroche. Garance, je te rappelle. Non, en vrai, j'ai gagné 0 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais pas encore assez de vues. Et en fait, sur YouTube, pour ceux qui savent pas, en fait, au bout d'un certain nombre d'abonnés, donc au bout de 1000 abonnés, donc là j'en ai 160 aujourd'hui, donc je suis un tout petit peu plus de 10%, donc il me manque, 85% de mon objectif. Au bout de 10 000 abonnés et je sais plus combien d'heures de visionnage, je peux accéder à la rémunération YouTube, c'est-à-dire que YouTube, en fait, on appelle ça la rémunération AdSense, si je me trompe pas, je crois que je me suis un peu renseigné, mais s'il y a des youtubeurs qui passent par là et qui savent mieux, dites-moi. En gros, YouTube va commencer à intégrer des pubs en fait pendant la vidéo, ces pubs à lui et ce qu'il veut en fait. Et en fait, toi, tu vas recevoir une commission sur ça tout simplement. Donc pour le moment, je n'ai pas dérangé par les pubs et c'est trop bien parce que du coup, vous pouvez suivre l'épisode dans toute sa longueur. Mais du coup, moi, je gagne 0. La deuxième façon que je pourrais développer pour gagner de l'argent, c'est en fait créer des partenariats avec des marques, des collaborations. Et ça, vous le voyez quand vous êtes sur YouTube. Ou même sur les podcasts d'ailleurs, où en fait d'un coup l'épisode s'interrompt et là la personne va dire voilà, aujourd'hui c'est Seine Boisson qui sponsorise cet épisode, machin. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc sur lequel je vais travailler les prochains mois parce que je crois que les marques aujourd'hui, je sais que je suis personne, je suis dégueu vraiment, mais je crois que les marques vont de plus en plus s'intéresser aux micro-influenceurs, c'est-à-dire comme moi, qui ont moins de 10 000 abonnés pour le moment. Inch'Allah, ça augmente. Parce qu'en vrai, je crois qu'on a aussi un impact pour leur vente, parce que je sais que forcément, ce que je vais vous dire, c'est un impact, parce que peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus de confiance avec un micro-influenceur plutôt qu'avec un influenceur qui aurait des millions d'abonnés et qui fait ça, qui enchaîne les partenariats. À développer, parce que je crois que ça pourra peut-être aider ma chaîne à être plus pérenne, plus sustainable sur le long terme. Donc oui, aujourd'hui, je gagne 0 €, mais je crois que grâce à mes économies et grâce au travail que je fais à côté, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le répéter, mais je vous raconte ma vie et je suis désolé pour ceux qui le savent. Déjà, je suis barista, je fais du café toute la journée. De la théâtre, je fais vos petits cœurs dans vos cafés, dans vos matchas à 8,50 €, c'est moi. Je fais ça depuis plus de 10 ans aujourd'hui et du coup c'est vraiment mon boulot confort et ça me permet de gagner un salaire qui est correct, mais je travaille pas non plus à 35 heures, je travaille 30 heures aujourd'hui, je crois 28-30 heures dans le café où je travaille à Bruxelles. Et c'est très bien parce que ça me permet du coup d'investir dans le podcast, même d'économiser un peu, de vivre correctement parce que j'ai pas non plus envie que demain le podcast devienne un puits sans fond financier où en fait je m'en sorte plus et que je ne puisse plus partir en vacances, que je ne puisse plus acheter ce que je veux ou faire plaisir à mes proches. J'ai quand même envie de continuer à avoir ce confort financier. Donc pour le moment, je crois que ça me convient de gagner 0 €. On en reparle l'année prochaine quand ça fera plus d'1 an que j'ai tout ça et que je fais que sortir de l'argent. Mais j'ai bon espoir. Je crois que Rome, c'est pas fait en un jour. On observe beaucoup les gens qui ont réussi autour de nous en se disant ouais, il a réussi et boum, machin. On voit pas la partie immergée de l'iceberg. Ces gens qui ont galéré. Lena Situation, elle a commencé, elle avait 150 vues sur ses vlogs et tout le monde s'en foutait de sa gueule. Et moi, je suis là aujourd'hui, c'est pareil. Alors oui, je me sens un peu en retard. Parfois, je me dis, Cam, putain, t'as 31 ans et tu commences à peine sur YouTube alors que t'aurais dû commencer quand t'avais 15 ans comme tous les autres créateurs. Mais bon, je crois qu'en vrai, chacun son timing, j'ai eu d'autres vies avant et ce qui fera aussi la richesse de ma chaîne, c'est que j'ai expérimenté des choses dans ma vie. Je continue d'expérimenter, de baigner aussi dans d'autres milieux que YouTube et que le podcast et heureusement. Et je pense que ça fait aussi qui je suis et les gens s'attachent à qui vous êtes avant tout dans la création. Je crois que n'importe quelle création qui existe. Donc voilà, that's me. Une question intéressante, c'est est-ce que les invités peuvent imposer des conditions? Alors oui et non. Moi, il faut savoir que comment je prépare mes interviews, j'essaye toujours d'avoir un appel avec l'invité avant. Alors je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, notamment quand les gens sont busy. Mais moi, je demande vraiment à avoir cet appel. Je leur dis toujours, guys,
ça va durer 10-15 minutes. Comme ça, je vous dis ce que je veux aborder. On en parle. S'il y a des sujets que vous n'avez pas envie d'aborder. Je sais qu'un jour, j'ai eu une invitée au téléphone qui m'a dit « Moi, j'ai pas du tout envie d'aborder la question des relations amoureuses. Je n'ai pas du tout envie de parler d'amour. Je n'ai pas du tout envie de... » Mais les gens s'arrêtent pas de m'appeler, c'est pas possible. Ouais, je suis en tournage, je te rappelle, je suis en face cam. Et du coup, depuis tout à l'heure, je fais que dire « Ouais, il y a Garance qui m'appelle. » Donc cette personne me dit j'ai pas envie de parler de mes relations amoureuses et c'est complètement ok. Après il faut savoir aussi que la personne, moi comment je lui vends le podcast, c'est on va se livrer, on va aller diguer là-dedans, qu'est-ce qui se passe, justement pourquoi t'as pas envie de me parler de tes... Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi t'as pas envie de me parler de tes relations amoureuses aujourd'hui, pourquoi t'as envie de préserver tout ça. Il se trouve que j'ai pas fait cette interview avec cette personne qui a été complètement irrespectueuse sur mon planning et qui a fait que déplacer, le rendez-vous et je l'ai déplacé aussi complètement aisément, mais vous voyez, des fois, les gens se prennent un peu pour des starlets alors qu'ils ne sont personne. Et c'est bien dommage parce que je trouve que quand on apporte un intérêt à quelqu'un, c'est bien que la personne vous apporte aussi un intérêt, un respect en retour. Derrière, il n'y a pas de réponse, il n'y a même pas un désolé. Enfin, on se prend vite pour quelqu'un alors qu'on est personne. Et en fait, même si vous étiez quelqu'un, vous serez quand même personne. Donc, franchement, ayez un peu de respect pour vos interlocuteurs parce que voilà, après on passe à autre chose et c'est évident, mais là le fait d'y repenser, je me dis putain, c'est dommage. Enfin, c'est un peu dommage de se comporter comme ça. Mais bon. Est-ce que les invités peuvent imposer des conditions? Bien sûr. Moi, je suis complètement à l'écoute et c'est ok de ne pas parler de certains sujets. Je crois que je respecte ça et je peux aussi comprendre parce que c'est pas tout le monde a le même degré de vulnérabilité. Des conditions autres, ça peut être une condition de temps, par exemple. Moi, j'ai pas envie que l'épisode dure plus d'1h30 et c'est complètement ok et ça rentre du coup dans mes clous, donc c'est parfait. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Franchement, j'ai pas encore reçu Maria Carré dans mon podcast avec des conditions, une liste de conditions, etc. Donc ça va. Ah si, il y a un truc qui est intéressant et que j'ai beaucoup coupé au montage. J'ai fait un épisode avec Arnaud, Athéna Likis. Et en fait, il y a toute une partie sur Drag Race en fait, que je peux pas diffuser parce qu'en vrai, c'est une partie qui est confidentielle et qui peut pas être racontée aux yeux du grand public parce que forcément il y a des choses qui se passent dans la production et qui en fait font partie des contrats de production et c'est complètement ok d'être soumis à ce terme de conditions si on les a signés. Et c'était le cas d'Arnaud. Il y a plein de choses qu'il n'a pas pu me révéler et me dire. Du coup, on n'en a pas parlé et je respecte complètement. Et on en reparlera dans 10 ans quand les NDA seront terminées parce que les clauses généralement de confidentialité durent un temps et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps on peut en reparler publiquement et du coup voilà, c'est ok, mais ça fait partie du jeu en réalité. Quelle vidéo a le plus fonctionné? Je parle d'Arnaud justement et je suis tellement heureux. Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de me sentir vu à ce moment-là et de voir comment mon épisode avait de l'impact sur les gens et pas sur une ou deux personnes. Évidemment, je suis trop content quand l'épisode a 300 vues et que je reçois 2 messages en mode ça m'a fait du bien, évidemment, et j'essaie vraiment de le sentir dans mon corps. Mais oui, j'ai un ego, oui, la vérité c'est ça, c'est oui j'ai un ego et je suis content quand l'épisode est vu par plus de 1000 personnes. Et là aujourd'hui cet épisode il atteint plus de 3000 vues et en fait ce 3000 vues il est hyper significatif pour moi. Pourquoi? Parce que déjà c'est un épisode que j'ai kiffé faire, je suis tellement content qu'il ait trouvé de l'écho chez les gens et en fait je voyais le nombre de vues qui augmentait ultra rapidement et je me suis dit purée mais c'est trop cool et j'ai vu 1000 vues, je dis bon vas-y c'est cool, c'est 1000 vues, c'est trop bien, mais j'avais déjà fait du coup 1000 vues avec un épisode face cam, l'épisode que je raconte où j'ai pas d'amis à Bruxelles et qui est vraiment un épisode où je me montre ultra vulnérable et qui est trop bien d'ailleurs. Allez le regarder, enfin trop bien, je sais pas où vous verrez mais moi je le trouve sympa. Et ouais, et là je voyais 1000, 2000, 3000, enfin là il y a 3 jours je regarde et je vois encore, je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais oui voilà, 3073 vues, trop ouf. Et du coup j'étais trop content et vous voyez par exemple la miniature que j'avais réalisée, j'en étais tellement fier, je la trouve tellement belle. Puis Arnaud, Athéna, il est canon donc ça rend trop bien sur la photo. Enfin, je pense que c'est ça qui a attiré, c'est vraiment un travail commun, c'est la vulnérabilité d'Arnaud. En fait il y a plusieurs choses qui ont marché dans cet épisode. La miniature est trop belle et j'en suis trop fier. La vulnérabilité d'Arnaud et l'histoire d'Arnaud est folle, tellement touchant, c'est tellement profond, ça donne tellement de la force. Et en vrai, big up à la communauté LGBTQIA+, toute la communauté queer, qui en fait est derrière Arnaud. Et en fait ce que j'aime dans ma communauté c'est qu'en fait, alors oui il y a des défauts, oui c'est pas parfait et il y a encore beaucoup de choses à redire, mais j'ai l'impression que la commu est derrière les drags en fait et ça fait du bien. Et on voit depuis l'essor de Drag Race en France, alors oui le drag existait avant, il existera
encore après et sous des formes qu'on ne connaît même pas, qui sont même pas mises en avant sur Drag Race, et ça c'est un autre sujet. Mais les gens sont là. Les gens avaient envie d'écouter l'histoire d'Arnaud parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont découvert dans Drag Race Belgique. Mais voilà, les gens aiment voir ce qui se cache derrière le drag. Pourquoi il a fait ça, quels ont été ses traumatismes aussi qui l'ont mené à cette explosion médiatique-là. Et ouais, il y a du soutien, quoi. Et j'apprécie vraiment parce que Arnaud a reçu beaucoup de messages par rapport à cet épisode-là. Notamment des messages de son frère qui lui remerciait d'avoir mis en avant sa vulnérabilité et les histoires de leur famille, etc. Et l'amour aussi qu'ils ont l'un pour l'autre. Et aussi des messages d'inconnus qui avaient grave kiffé l'épisode. Et c'est pareil, moi j'ai reçu énormément de messages et j'ai reçu énormément aussi d'abonnés, des gens qui montraient de l'intérêt pour la chaîne grâce à Arnaud. Donc c'est vraiment l'épisode qui a le plus fonctionné sur ma chaîne. Et en fait, j'ai trop envie de réitérer l'expérience avec des drag queens parce que ça me fascine. Je regarde encore Drag Race France qui a repris là, il y a quelques semaines en France. En fait, je sais déjà qui je veux interviewer parce qu'en fait, je sais, c'est trop bien, ça me fascine en fait de la complexité des parcours queer, des parcours LGBT de manière générale. Et c'est un sujet qui me touche énormément, donc je crois que je vais laisser de plus en plus de place aussi aux drag queens dans mon podcast, que j'ai trop envie qu'on aille se balader ensemble. Et s'il y a une drag qui passe un jour par là et qui, je sais, c'est pas du déguisement, mais qui veut un jour me faire peut-être un peu réconcilier avec ma féminité et ma masculinité en même temps, parce que je crois que c'est un peu un voyage entre les deux, et qui veut peut-être me faire l'expérience du drag, c'est-à-dire me mettre en drag face cam ou quoi, genre please venez et envoyez-moi un DM et on crée un format ensemble parce que j'ai trop envie d'expérimenter ça. C'est pas pour les vues que je le fais, ça c'est vraiment un truc en mode j'ai trop envie de voir ce que ça fait, de voir surtout comment je me sens là-dedans. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui passe par là un jour, DM me. Quel épisode m'a le plus marqué? Ils m'ont tous marqué en réalité parce que chacun, encore une fois, a son niveau de vulnérabilité. Moi aussi, j'ai mon niveau d'expertise journalistique, si je peux me permettre, mais d'expertise d'intervieweur qui aussi rentre en jeu. Mais aussi, après, il y a des histoires qui nous touchent aussi et qui ont un impact sur nous à un moment donné. Bobsleigh, ça m'a énormément marqué parce que c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, enfin que j'admire toujours pour son parcours. Déjà le fait qu'ils me disent oui, pour moi c'était ouf parce que c'était la première vraiment personne un peu inaccessible qui habite à Paris, qui rencontre des stars que j'admire un peu pour son parcours. Il a commencé de rien sur YouTube et aujourd'hui, voilà, ça fonctionne pour lui. Il est de plus en plus présent sur différentes plateformes et surtout aussi dans le réel sur différents événements musicaux. Je pense aux Victoires de la musique, je pense à des gros concerts, au Zénith d'Elena par exemple, à des choses comme ça qui marquent les histoires des artistes. Donc j'étais trop content de la voir. Et en vrai, c'était la première fois où quelqu'un me faisait vraiment confiance. C'était genre, Cam, je te connais pas, mais je vais te délivrer mon histoire. Je vais te délivrer l'agression homophobe que j'ai subie quand j'étais plus jeune, pourquoi je prends des antidépresseurs. Et en fait, pour moi, que quelqu'un m'accorde un niveau tel de confiance, on parle pas de ma mère, etc., qui a été le premier épisode, ou de l'épisode avec ma thérapeute, les épisodes des premières semaines qui, eux, en fait, sont ultra symboliques et ultra un peu bonbons parce que c'est des épisodes qui me touchent aussi beaucoup. Et là, le fait que quelqu'un me dise je t'accorde ma confiance et je te délivre mon histoire de vie, j'ai trouvé ça hyper touchant et ça m'a vraiment marqué. C'est la dernière question déjà, les gars. Est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? Mais évidemment. La dernière fois, je vous raconte une anecdote. Je pars à Paris. L'épisode avec Hélène Sio a été reprogrammé 2 fois. Pourquoi? Parce que canicule et en fait, il faisait trop chaud. On pouvait pas tourner. Enfin, ça aurait été insupportable. Du coup, Hélène a préféré décaler, ce que j'ai complètement compris. Et ouais, donc en vrai, c'est toujours une galère de reprogrammer quand tu as programmé un truc et que que tu dépends aussi d'un planning et d'autres personnes sur le côté. Mais du coup, je reprogramme le truc, je repars à Paris, et là j'arrive à Paris, le train a du retard, 45 minutes de retard qui se transforme en 3 heures, j'arrive quand même à monter dans un train qui est là, genre je sais pas par quel dieu j'ai été béni à ce moment-là, je me dis je vais aller voir sur le quai s'il n'y a pas un train, genre qui fait ça? Moi. Et bref, je me retrouve dans un train, le gars me laisse monter dedans, et de là le train s'arrête en plein milieu de la France et on arrive pas. Je me dis mais putain, c'est pas possible, je vais jamais arriver, sachant que moi il y a Hélène qui m'attend de l'autre côté.
Au final, j'arrive avec 1 heure de retard à Paris, ce qui est minime comparé à tout ce qui était arrivé. Et dans ces moments-là, j'envoie des messages à Thomas, je lui dis j'en ai marre en fait, c'est pas fluide, j'ai pas de vues, j'ai même pas 2000 abonnés sur Instagram, genre fuck this, j'en ai trop marre, je vais arrêter en fait. Si c'était fait pour moi, ça devrait être fluide et c'est là qu'il faut pas se tromper. Les choses peuvent être faites pour vous, mais il peut y avoir des embûches. Et ça, j'en ai vachement parlé avec ma thérapeute. Choisir sa voie, ça veut pas dire que ça va être facile. Savoir que c'est la bonne voie, on le sent, on le sait, je sais que je suis là, mais il y a des galères. Et donc là, le challenge, c'est de pas se laisser emporter par son mental. Alors oui, il y a des problèmes. Oui, il faut rester serein. Et en fait, il faut juste apprendre à surfer sur cette vague-là d'imprévu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive hyper stressé à l'interview et en mode ouais, on aurait dû tourner il y a 1 heure, etc. Et je me sens hyper gêné par rapport à l'artiste? Ou alors j'arrive en mode je suis désolé, ça s'est passé comme ça et je vais t'offrir la meilleure interview possible en réalité. Non, ouais, il y a grave des moments où j'ai envie d'arrêter, où je vois que ça décolle pas, ou qu'en fait tu publies un réel et il y a 3 personnes qui le voient et tu te dis mais putain, en fait moi j'ai passé une demi-heure à faire ce truc, je suis gentil. Et il y a des gars qui le voient, donc faut pas désespérer. Alors envie d'arrêter, c'est très courant, mais j'essaye de pas monter dans ce wagon parce que je sais qu'en fait ça va juste me détruire et qu'en fait qu'il faut que je continue à nourrir cette part en moi qui y croit quoi, tout simplement. J'ai des longs bras, mon Dieu, ils font toute la place de la caméra quoi, waouh. Donc voilà, oui j'ai déjà pensé à arrêter, mais j'arrêterai pas. Vous allez me voir encore un peu souvent sur cette chaîne YouTube et sur les podcasts et du coup ça me permet de vous faire une mini conclusion, mais quels sont mes objectifs pour la rentrée 2026-2027 du coup. C'est même pas des objectifs, c'est des envies vraiment. J'ai envie d'aller encore plus direct dans la vulnérabilité et dans la santé mentale, de poser les bonnes questions, les vraies questions au bon moment. La personne, elle sait qu'elle est là pour se livrer, donc je tourne beaucoup autour du pot. J'essaie vraiment de mettre la personne à l'aise et c'est normal, mais je pense que je vais être beaucoup plus direct aussi dans les mois à venir. Et je pense à Julia Layani, avec qui j'ai fait un super épisode et qui m'inspire énormément. En fait, elle est très directe dans ses questions et ça marche. En fait, elle fait pas un podcast de santé mentale, etc. Mais elle y va, quoi. Et je crois qu'en fait, par expérience, parce que la fille, ça fait 100 ans qu'elle fait ça, elle a dû apprendre certainement à être beaucoup plus incisive et beaucoup plus rapide, directe. Et en fait, l'invité, il se met en confiance avant, justement pendant ces 15-30 minutes qu'on passe avant pour mettre en place le tournage. Et dans les premières questions, mais après, on peut y aller, quoi. Donc voilà, j'ai envie de ça. J'ai envie de continuer à harceler les artistes que je veux inviter. Et je suis derrière vous, les gars, je vais pas vous lâcher parce que vraiment, je crois qu'on va vraiment passer un bon moment ensemble. Alors oui, j'ai pas des millions de vues à vous apporter, mais franchement, humainement, ce sera un moment trop cool. Donc voilà, et en gros, objectif pour la rentrée, me détendre le cul, quoi. Enfin, ça va aller quand même, arrête de stresser, arrête de pas dormir. Et là, je le vois, même quand je vous parle et tout, je suis comme ça. On se calme et ça va le faire. Voilà, mais en tout cas, merci aux personnes qui donnent de la force à cette chaîne. Je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo avant la rentrée, parce que je prends quand même une petite pause où je vais faire plein de trucs. Marseille, le camping, Londres. J'ai prévu aussi un voyage en Australie l'année prochaine. J'ai booké hier soir, on est trop content avec Thomas. Et je reviens en septembre avec un épisode qui me tient très 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 à cœur, que je vais quand même enregistrer cet été. Je vous en dis pas plus. Merci pour le soutien, merci pour vos petits messages et je suis trop content quand les épisodes ils vous font du bien à la maison et que ça vous apporte peut-être une mini lumière en vous disant que votre vulnérabilité c'est votre force. Allez explorer vos zones d'ombre, avouez à vos proches quand ça va pas, demandez de l'aide. C'est vraiment ça le message derrière ces vidéos et derrière cette chaîne. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très vite.